Merci aux camarades grecs pour ce magnifique forum. Alors, chers amis et camarades, à la première question qui est posée dans cette table ronde, l'Union européenne est-elle notre maison commune? Je réponds non. L'Union européenne n'est absolument pas notre maison commune. Elle est le système de domination et d'aliénation des peuples le plus sophistiqué au monde. Il faut en claquer la porte. À la question « Quelles leçons de l'expérience grecque sur la crise, la zone euro et l'Union européenne ?» je réponds que cette expérience démontre avec une évidence absolue que la Grèce, comme d'ailleurs la plupart des autres pays de la zone euro, doit annoncer le défaut sur la dette publique et sortir à la fois de l'euro et de l'Union européenne unilatéralement et le plus vite possible. C'est ce qu'il faut faire sans attendre si la Grèce veut redévelopper son économie, réduire puis faire disparaître le chômage, remettre en place un système de protection sociale et ses services publics, faire souffler un vent d'optimisme et même d'enthousiasme dans la société. Avant de développer mon argumentation, un mot pour dire que j'interviens ici comme porte-parole d'un nouveau parti politique français qui est le successeur du mouvement politique d'émancipation populaire, le NPEP, qui s'appelle désormais le Parti de l'émancipation du peuple. Nous avons choisi ce nom pour deux raisons, et ce n'est pas des problèmes de cuisine interne. D'abord, nous avons voulu clairement marquer que nous étions un parti politique et non une structure molle, invertébrée, comme il en existe tant en France, et qui tourne en rond, indéfiniment, en refusant précisément le combat politique. La deuxième raison tient au fait que nous nous plaçons résolument aux côtés du peuple, des classes dominées pour leur émancipation, au moment où le climat idéologique en France impose de ne plus parler du peuple, surtout à gauche, car on est alors immédiatement accusé de populisme, c'est-à-dire de démagogie et à la limite de proximité avec le Front National. La plupart des partis politiques français, en réalité, ne sont pas de vrais partis politiques, et ceci en particulier depuis 2008. Un vrai parti politique est une organisation qui a un projet de société et un programme s'appliquant à l'échelle de la nation, où les électeurs lui ont donné une majorité, seule ou en alliance avec d'autres partis. C'est à l'échelle nationale, et seulement à cette échelle, qu'un parti politique peut présenter un programme et l'appliquer en s'appuyant sur les moyens de l'État. Un projet de société, un programme est donc avant tout un projet national. Bien entendu, chaque pays est relié aux autres pays par de multiples liens, et un projet national doit aussi traiter des relations internationales, c'est-à-dire des relations entre les nations. Alors pourquoi affirmer que la plupart des partis politiques français ne sont pas de vrais partis politiques, et particulièrement depuis 2008? Chers amis et camarades, vous savez probablement qu'en France, en mai 2005, s'est tenu un référendum qui a rejeté la Constitution européenne par 55% des voix. Or, en 2008, les députés de droite du Parti socialiste et la plupart des écologistes ont ratifié le traité de Lisbonne, qui n'est qu'un résumé, comme chacun sait, de l'ancien projet de constitution européenne. Ils ont ainsi commis un coup d'État parlementaire en bafouant les résultats du référendum. Ils sont donc illégitimes. Ils sont même doublement illégitimes, car l'essence du traité de Lisbonne est de supprimer la souveraineté des pays membres de l'Union européenne
et singulièrement celle des pays de la zone euro. Le traité de Lisbonne, c'est la suppression de la souveraineté monétaire par la mise en place d'une politique sado-monétariste avec l'euro. C'est la limitation très avancée de la souveraineté budgétaire. Même chose pour la politique étrangère et de défense. Suppression de toute souveraineté en matière de commerce international, puisque des mesures protectionnistes sont interdites et que les négociations commerciales internationales sont conduites par un commissaire européen et non par les nations. C'est la suppression de toute souveraineté sur la finance, puisqu'il est interdit de restreindre la mobilité des capitaux. Alors, est-ce cela une maison commune? En réalité, l'Union européenne est une prison des peuples. Les partis politiques, quels qu'ils soient, qui acceptent l'euro et l'Union européenne ne peuvent donc pas proposer de vrais projets de société, de vrais programmes à l'échelle nationale, parce qu'il n'existe plus de souveraineté nationale. En acceptant l'euro et l'Union européenne, ils acceptent que le souverain ne soit plus le peuple rassemblé dans la nation, mais l'Union européenne, c'est-à-dire les représentants des classes dominantes. Ils ne peuvent donc proposer que des programmes compatibles avec le traité de Lisbonne, c'est-à-dire compatibles avec les intérêts des classes dominantes. Les partis politiques européistes deviennent alors les acteurs d'un théâtre d'ombre, de misérables marionnettes dont les ficelles sont tirées depuis Bruxelles, Francfort, Washington, les sièges des grandes banques et des firmes multinationales. Il ne faut pas s'étonner dès lors de la montée de l'abstention aux élections et de la progression de l'extrême droite. Car les grands partis de droite et de gauche en France acceptent cette situation et même la plébiscitent. De fait, en abandonnant la lutte pour la souveraineté du peuple à l'échelle nationale, ils ne peuvent que proposer des programmes qui, derrière les artifices du maquillage rhétorique, contribuent, quoi qu'ils en disent, à l'asservissement du peuple à l'ordre néolibéral mondial et à son avatar européen, l'Union européenne. Au total, la presque totalité des partis politiques français veulent interdire au peuple d'exercer sa souveraineté dans le seul espace où c'est possible, l'espace principal de la lutte des classes, la nation. La création du Parti de l'émancipation du peuple, ex-MPEP, était donc indispensable pour combler un vide. Bien, je vais couper mon discours, vous le retrouverez sur Internet, en français, en anglais, en grec, pour me concentrer sur deux questions principales. La première question, c'est d'essayer de réfléchir ensemble autour de l'essence de l'Union européenne. Et la deuxième question, c'est quelques discussions, quelques réflexions sur la situation en Grèce. Alors un mot sur l'essence de l'Union européenne. Parce que ce qui est peut-être le plus difficile et le plus navrant pour nous, c'est de combattre la naïveté et les bons sentiments de beaucoup de citoyens à l'égard de ce qu'ils appellent l'Europe, qui, en effet, ne serait pas spontanément, intuitivement, immédiatement favorable à l'Union européenne plutôt qu'à la désunion, à la paix plutôt qu'à la guerre, à des politiques sociales plutôt qu'à des politiques antisociales. Et pourtant, au-delà des mots et de la langue de coton utilisée par l'Union européenne pour faire croire à ces histoires écrites pour endormir les enfants
Celle-ci est de plus en plus assimilable à la désunion des peuples, à la guerre, au délabrement social. Il existe en effet une essence de l'Union européenne, une essence de cette construction européenne, et il nous faut poursuivre les explications sur cette réalité pour que chaque citoyen s'en pénètre. L'Union européenne est dotée de caractéristiques fondamentales, d'un caractère propre, surplombant et irriguant ses manifestations concrètes. Elle possède des forces propulsives internes qui en expliquent les logiques profondes et en indiquent la direction prévisible. Ce sont les valeurs et les intérêts des classes dominantes occidentales. Européisme, atlantisme, capitalisme, autoritarisme, fédéralisme, christianisme, car il faut bien vaporiser un peu d'eau bénite sur tout ça de temps à autre pour tenter de donner un semblant de morale. L'impulsion initiale pour créer une structure européenne ne vient pas des Européens, elle vient des États-Unis. Dès 1942-43, avec une accélération à partir de 1948. Le but, reconstruire le capitalisme après la Seconde Guerre mondiale sous leadership américain pour faire face à l'URSS en attachant l'Europe aux États-Unis. Les archives américaines viennent de s'ouvrir pour la période de l'après-guerre. Et on y découvre les documents qui expliquent la vérité sur la construction européenne à l'initiative du gouvernement des États-Unis. Je veux terminer sur un mot à propos de la situation en Grèce, évidemment pour quelqu'un qui est extérieur à la Grèce et qui ne veut pas se mêler des affaires intérieures de la Grèce. Alors, l'expérience en Grèce, après 6 ans de crise, on peut faire 2 constats. Premier constat, aucun des objectifs annoncés par l'Union européenne n'a été atteint. C'est un échec total et une catastrophe pour le peuple grec. Alors qu'ils étaient censés aboutir à l'inverse, les plans dits de sauvetage ont plongé la Grèce dans la récession entre 2007 et 2014. Deuxième constat, en réalité, cet échec n'en est pas un. C'est au contraire un grand succès pour les oligarques européens qui sont parvenus à dégager les banques privées, principalement françaises et allemandes, des titres de la dette publique grecque qu'ils possédaient sans perte de valeur et même avec du profit. Les prêts accordés à la Grèce ne visaient pas à aider la Grèce à se développer, mais à rembourser les banques privées occidentales, encore une fois essentiellement françaises et allemandes. Les nouvelles dettes suscitées par les prêts accordés à la Grèce n'étaient là que pour rembourser les anciennes dettes, pas pour développer l'économie grecque. En réalité, les oligarques de Bruxelles, Washington et Francfort sont des escrocs. Ils ont fait semblant de confondre crise de liquidité et crise de solvabilité. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Je veux terminer sur 4 propositions immédiates. D'abord, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais le Fonds monétaire international, sur les prêts qu'il a accordés à la Grèce, a fait 2,5 milliards d'euros de bénéfices. On pourrait revendiquer un geste sympathique de la part du FMI de rendre ces 2,5 millions qui n'ont fait que saigner un peu plus la Grèce. Dans l'immédiat, donc 4 propositions. Premièrement, suspension du paiement de la dette sans parler de défaut. On voit bien que le mot défaut ou annulation de la dette, ça fait peur.
parlons peut-être plutôt de suspension du paiement de la dette. C'est plus cool. Bien sûr, il ne faut pas donner de délai à cette suspension. Deuxièmement, pour le paiement des fonctionnaires et des fournisseurs de l'État, on peut les payer avec des reconnaissances de dettes acceptées pour payer les impôts, pour payer les achats de consommation, parallèlement à l'euro. Cette technique a été utilisée en Argentine en 2001 et en Californie en 2009 et en 2010. Ces reconnaissances de dette, on les appelle les IOU, ce qui signifie en anglais I owe you, c'est-à-dire je vous dois, qui ont la même parité que l'euro et qui sont convertibles avec l'euro. Ça permet de faire face à une situation d'urgence si les fuites de capitaux se poursuivent. Troisièmement, contrôle des mouvements de capitaux comme Chypre en 2013. Et c'est donc la Banque centrale grecque qui financerait ces banques dans la nouvelle monnaie, la drachme. Voilà, conclusion en un mot. Quand un gouvernement qui a des dettes publiques, ou d'ailleurs quel que soit le débiteur, quand il suspend le paiement de sa dette, il inverse instantanément le rapport de force. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous remercie.